Voilà, mesdames et messieurs, on va commencer. Prenez place. Merci à vous d'être là et c'est avec une certaine émotion et une grande joie que nous vous accueillons au Parlement européen, qui est votre maison. Et je crois qu'on peut parler d'un événement historique, puisque je crois pouvoir dire que c'est la première fois qu'un événement de cette envergure a lieu au Parlement européen sur la mobilité européenne des apprentis, en présence, et je vais commencer par eux, des parties prenantes les plus concernées, c'est-à-dire les apprentis, les formateurs, les employeurs et toutes les institutions éducatives qui sont impliquées dans la mobilité européenne, en présence d'un commissaire européen à l'emploi que je veux saluer, et je vous propose de le saluer très chaleureusement parce que c'est un allié extrêmement précieux, monsieur Nicolas Schmit. D'une ministre française qui va nous rejoindre, Madame Grandjean, qui est ministre déléguée à la voie professionnelle, et de très nombreux collègues. Alors, Laurence et moi-même, Laurence va tout de suite prendre la parole. Moi, je vous accueille et puis je vous retrouverai à la fin de l'événement pour une synthèse et pour vous proposer de signer le manifeste d'engagement que nous allons vous proposer. Mais je voudrais saluer, ce qui est tout à fait important, la présence de nos collègues de plusieurs partis européens. C'est très important, c'est vraiment un combat commun. Alors, je ne vais pas être exhaustive. Certains, vous savez, on a tous des commissions parallèles, donc il y a beaucoup de collègues de plusieurs groupes, et je suis nous sommes évidemment très attachés à ce que ce soit une cause transpartisane, parce que la mobilité européenne est une cause essentielle. Donc, mais je salue Madame Walsh du PPE, Sylvie Guillaume de SND, Valérie Hayé et Sylvie Brunet de Renew, et on saluera l'ensemble de nos collègues progressivement. Donc, juste un mot peut-être me concernant, et je voulais aussi saluer la présence de Madame Eriksson, qui nous fait l'honneur de sa présence, la directrice générale en charge de l'éducation et de la culture. Merci beaucoup pour votre présence, qui nous touche beaucoup. Donc, merci à chacune et chacun d'être là. Moi, je voulais juste vous dire de manière très personnelle que je suis extrêmement attachée à la mobilité européenne des apprentis, et que nous sommes dans un contexte extrêmement favorable, d'abord parce que nous avons plus de moyens grâce au doublement d'Erasmus, ensuite parce qu'il y a une volonté politique que justement cette augmentation des fonds serve, j'aime cette expression, à la démocratisation d'Erasmus. C'est-à-dire qu'elle ne soit plus liée seulement aux parcours académiques, mais qu'elle soit prioritairement, et je dis bien prioritairement, et je pense pouvoir dire qu'il y a vraiment un accord politique là-dessus, qu'elle soit prioritairement fléchée vers la voie professionnelle. Et le regard qui est porté sur la voie professionnelle au Parlement européen, et je crois dans l'ensemble des organes politiques de l'Union européenne, est en train de changer. Et c'est ça que nous voulons accompagner. Je dirais qu'il y a 5 raisons. La première, c'est l'excellence. Tout parcours d'excellence, si on a envie justement que la voie professionnelle soit regardée comme une voie d'excellence et pas comme une voie par défaut, eh bien, l'élément de mobilité est un élément absolument essentiel. Parce qu'aujourd'hui, la mobilité, elle est attachée à tous les parcours d'excellence. La deuxième raison, c'est évidemment la compétence professionnelle accrue quand on a la chance de pouvoir faire une partie de sa formation dans un autre pays européen. Ensuite, et j'y reviendrai parce que c'est mon dada, ce sont les compétences transversales, les soft skills, tout ce que les jeunes apprennent en termes de communication, de sortie de sa zone de confort, mais de sens de l'initiative. Et ça, je crois qu'il y a sûrement les apprentis qui vont prendre la parole, qui en parleront encore mieux que moi, et on y reviendra. L'attachement à l'Europe, bien sûr, il y a un enjeu politique. Et enfin, et j'y tiens aussi beaucoup, c'est que à travers nos savoir-faire européens, c'est aussi une partie de l'identité européenne qui se construit. Et donc, nous comptons sur cette jeunesse pour porter cette identité européenne à travers ces savoir-faire européens. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous retrouverai tout à l'heure pour une synthèse et pour vous proposer à la signature ce manifeste d'engagement qui sera ouvert à tout le monde, bien sûr, et y compris au commissaire. Donc, j'espère qu'il nous fera l'honneur de signer, mais aussi aux collègues européens et à vous toutes et tous, parce que nous sommes au moment de l'action, et ça ne marchera que si on s'y met toutes et tous à l'échelle de nos territoires. Donc maintenant, je passe la parole à ma collègue Laurence Farin, qui co-accueille et co-organise et est extrêmement impliquée dans ce combat au niveau européen et au niveau de son territoire. Merci beaucoup, Ilana. Je vais essayer de faire court.
D'abord, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre et Président de AM, Madame Vitré, Mesdames les députées européennes, chers participants, c'est vraiment un plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui sur cette cause que nous portons, vous l'avez bien compris, avec Ilana et nos collègues européennes ici présentes pour la mobilité de l'apprenti. On mesure aujourd'hui chaque jour la dimension stratégique qu'a ce combat que nous portons. Vous l'incarnez, vous le vivez et vous le représentez. Aujourd'hui, vous allez pouvoir en témoigner. Je voulais vraiment faire ces mots d'introduction le plus court possible, mais quand même, il y a quelques éléments à dire, pour dire qu'en effet, nous sommes très engagés au sein de la Fondation EuroApp Mobilité, dont je fais partie des membres fondateurs sur la partie Europe, pour vous donner l'état un peu du travail qui est fait aujourd'hui et de cette étape importante qui est cette réunion au sein du Parlement européen. D'abord, je voulais vous dire que la mobilité longue des apprentis est vraiment le fruit d'un travail du Parlement européen. C'est vraiment la démonstration que l'action des députés européens est absolument utile et nécessaire pour faire bouger l'Europe sur bien des dimensions. Donc, jusqu'en 2016, la mobilité européenne était possible dans les programmes Erasmus, mais seulement sur des mobilités très courtes, de quelques jours. Et cela a changé avec le lancement d'un projet pilote qui a tout changé, qui a été porté par Jean Arthuis, ce projet qui s'appelait Erasmus Pro. Ce projet, il a démontré la pertinence des mobilités longues pour les apprentis et il a été pleinement intégré au programme Erasmus+ 2021-2027, sur lequel j'étais rapporteure sur mon groupe politique et Madame Eriksson était aussi présente dans ces négociations. Donc, dans les négociations, la Commission européenne et le Conseil, l'équipe de députés du Parlement européen s'est assurée qu'une ligne budgétaire conséquente serait dédiée à la mobilité des apprentis et de leurs formateurs, et elle est élevée aujourd'hui de 5 milliards d'euros. Donc, c'était un combat nécessaire et qui a porté ses fruits, parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre en la matière, surtout quand on a initié des projets nouveaux. En sus, je dirais que ce programme Erasmus+, il a intégré une initiative prometteuse qui est celle des centres d'excellence pour l'apprentissage, qui est dotée de 400 millions d'euros. Ces centres d'excellence pour l'apprentissage, ils sont le pendant des universités européennes qui avaient été notamment voulues par la France et ils doivent devenir les laboratoires pour la création de cursus communs et pour la reconnaissance des diplômes et des qualifications et s'inscrire à terme dans l'espace européen de l'éducation que nous appelons de nos voeux. Donc, c'est Objectif 2025. On en parlait encore avec la commissaire Gabriel il y a moins d'une heure en commission et qui doit converger vers la reconnaissance des diplômes et la reconnaissance de ces périodes de mobilité. Nous avons donc déjà des outils et des possibilités. Il faut aller plus loin. Il faut rendre les cursus d'apprentissage plus européens parce que c'est une manière de répondre aux défis de souveraineté qui s'imposent à nous. On en parle aujourd'hui, on vient de vivre la crise du Covid et aujourd'hui cette crise de la guerre en Ukraine qui nous montre que nous devons sortir de cette phase de naïveté pour réintégrer nos savoir-faire, pour réintégrer notre production. Et il n'y a pas de production sans savoir-faire. Voilà pourquoi, dans le cadre de la transition énergétique, de la réintégration d'une certaine partie de la production, il est important de partager des compétences au plan européen, qu'il s'agisse de numérique, d'environnement, de transition énergétique, de robotique, de santé. Alors, nous allons entrer en 2023 dans l'année européenne des compétences qui va s'ouvrir et qui doit être vraiment un catalyseur des opportunités pour abattre les dernières barrières qui subsistent à la mobilité des apprentis, à leur acquisition justement de nouvelles compétences. Je voulais vous dire donc au nom de tous ceux qui sont autour de moi, j'associe vraiment mes collègues qui aussi travaillent abondamment, Maria, Sylvie et Valérie qui travaille sur la partie budget, et ce n'est pas le moindre des sujets, et Sylvie Guillaume aussi également, voilà, très important. Donc, nous sommes à l'initiative aujourd'hui d'un groupe de travail avec Ilana et plusieurs collègues, d'un groupe de travail qui s'appelle MEP for VET, qui est un comité transpartisan. Ce groupe réunit 22 députés de 13 nationalités différentes qui travaillent à identifier les obstacles et qui s'engagent à sensibiliser les acteurs locaux et les gouvernements nationaux et travaillent sur un statut européen de l'apprenti en mobilité, qui est un point important, qui est défendu également par EAM, puisqu'il y a encore beaucoup de barrières qui ne sont pas levées.
Donc, ce statut durerait le temps de la mobilité de l'apprenti, qui retrouverait son statut initial en rentrant dans son pays d'origine. L'idée, c'est aussi, et on le sait, de se tourner vers les entreprises et de les aider pour éviter qu'elles ne doivent continuer à payer un salarié le temps de sa mobilité et pour favoriser le principe d'échange et de jumelage et faire en sorte que cet échange de compétences existe sans handicaper l'entreprise, parce que ça, c'est un fait très important et on sait que c'est la première chose à laquelle nous devons nous attaquer. Donc, avec Europe Mobilité, c'est au cœur de notre travail et nous souhaitons d'ailleurs déposer un projet pilote, comme on dit, au sein de l'Union européenne. On a cette capacité au Parlement européen que de faire financer des projets pilotes d'expérimentation qui, à terme, sont amenés à rentrer dans les politiques européennes dans le dur. Donc, parce que, in fine, on est tous d'accord là-dessus. La mobilité des apprentis est précieuse, mais il y a beaucoup d'avantages à ça. On a dit le fait que l'Europe gagne en compétences, c'est important, mais il y a aussi une dimension personnelle. On est vraiment dans une logique de plus grande inclusion d'Erasmus notamment, et ça passe par là. Que tous les cursus puissent bénéficier de cette ouverture unique, et je pense que vous allez être nombreux à en témoigner de tout ce que ça apporte au niveau des acquisitions en termes de compétences sociales, linguistiques, d'apprentissage renforcé, d'ouverture à d'autres techniques, d'autres savoir-faire. C'est une expérience unique. Donc, l'adoption de cette mobilité européenne doit être vraiment au cœur des cursus d'apprentissage. Il faut que ça rentre dans les us et coutumes. Il faut qu'on en fasse une promotion acharnée. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse et fière avec Ilana d'avoir pu organiser cet événement d'accueil qui vous accueille aujourd'hui, et surtout de présenter le projet MONA, donc Mon apprentissage en Europe, qui est porté par Europe Mobility. C'est une occasion d'échanger, de donner de la visibilité au projet et à cette cause très noble et très fructueuse que nous portons tous. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je nous souhaite de fructueux échanges et je ne doute pas qu'ils le seront. Merci infiniment. Je passe la parole maintenant à Jean Arthuis, donc président d'Europe Mobilité, qui va nous présenter l'intégralité du sujet avant de passer la parole à monsieur le commissaire Schmitt. Merci Laurence, merci Ilana de vos paroles d'accueil. Vous qui nous avez ouvert les portes du Parlement européen avec vos collègues du groupe que vous avez constitué, Alliance for VET. Merci infiniment. Je veux saluer chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, et tout particulièrement Nicolas Schmitt, notre commissaire, qui est venu par 2 fois depuis à peine plus d'1 an en France, lors des États généraux de la mobilité des apprentis en Europe. C'était au mois de septembre 2021. Et il est revenu au mois de janvier, à l'invitation de Madame Borne, qui à l'époque était ministre du Travail, qui est devenue depuis première ministre. Il était venu et à chaque fois, il a eu des paroles extrêmement enthousiastes pour exalter l'apprentissage et promouvoir la mobilité en ce que la mobilité contribue aux soft skills et aux compétences. Et donc pour nous, il joue un rôle extrêmement important. Je veux saluer également Madame Grandjean qui va nous rejoindre dans quelques instants. Saluer Madame Sophia Eriksson, qui représente Maria Gabriel, qui, elle, a en main le budget d'Erasmus. Et c'est la conjonction d'Erasmus, de la DG Emploi, Culture et de la DG qui vont nous permettre de progresser pour l'ambition qui nous anime. C'est pour nous, membres d'Europe Mobility et partenaires du consortium MONA, c'est un encouragement extraordinaire. Monsieur le commissaire, vous êtes venu nous voir à 2 reprises et vos propos ont été tellement convaincants que vous avez aujourd'hui devant vous les représentants de 43 centres de formation d'apprentis localisés sur l'ensemble des régions de l'Hexagone et qui sont membres de centres de formation d'apprentis volontaires. C'est vrai qu'il y a des obstacles et des freins, mais ils sont tous convaincus que lorsque
on a une détermination, on trouve toujours une solution. Et ils ont recruté des référents mobilité à temps plein, tirant ainsi les conclusions des États généraux auxquels vous aviez participé, à l'issue desquels nous avions adopté un manifeste avec les prérequis qui devaient être respectés pour enclencher un processus de mobilité. C'est ça que vous avez accompli. Et aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était bon de nous retrouver ici à Bruxelles. Parce que ces 43 centres de volontaires, avec leurs référents mobilité, sont à l'œuvre depuis quelques mois, parce qu'ils veulent convaincre tous les maîtres d'apprentissage des apprentis qui leur sont confiés des vertus, des bienfaits de la mobilité. Les ayant convaincus, les convaincre que la mobilité européenne, ce n'est pas simplement d'envoyer ses apprentis à l'extérieur, mais c'est aussi d'accueillir des apprentis venant d'autres pays. C'est de convaincre tous les collègues enseignants que si on veut accueillir des apprentis qui viennent d'autres pays, il faudra peut-être prévoir des enseignements, pas seulement dans la langue du pays d'accueil, mais peut-être bien en anglais, et de se doter de quelques instruments numériques, digitaux, pour permettre de maintenir un lien avec les centres de formation d'apprentis, avec le maître d'apprentissage, et de s'auto-évaluer lorsqu'on est dans le pays d'accueil. Donc, nos 43 volontaires sont venus à votre rencontre, et c'est vous qui avez déclenché le processus, monsieur le commissaire. Et donc, maintenant, il faut aller plus loin. Alors, nous avons le sentiment qu'en effet, les pouvoirs publics ont eux aussi un rôle très important. Un rôle très important en tant que législateur, en tant qu'édicteur de règlements, et qu'il y a ici et là quelques législations spécifiques qui ne facilitent pas la mobilité, parce que l'apprentissage, oserais-je dire l'alternance, c'est aussi un contrat, un stage. Est-ce que c'est un contrat de travail? En tout cas, 27 pays, ça fait facilement 27 législations différentes. Or, il faut assurer l'autonomie financière du jeune pendant sa mobilité. Et donc, nous avons besoin de l'appui des législateurs. C'est quelquefois au plan national, mais c'est quelquefois aussi au plan régional. Ça dépend des États. Il y en a un certain nombre qui ont confié à leur région. Donc, nous pensons que nous sommes dans une phase de conjonction de tous les astres, parce que nous sommes aujourd'hui au cœur de la semaine européenne de l'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes à la fin de l'année européenne de la jeunesse. Et nous sommes, monsieur le commissaire, à la veille de l'année européenne des compétences. Et quelle plus belle contribution à l'Europe des compétences que la mobilité, en ce qu'elle apporte, comme l'a dit tout à l'heure Ilana, les soft skills et la confiance aux jeunes. Donc, c'est tout cela que nous voulons fortifier à votre présence. Alors, je voudrais dire aussi que sur le plan national, en France, je le dis à l'attention des représentants des CFA qui sont ici, qu'un projet de loi vient d'être déposé, une proposition de loi, puisqu'elle émane de députés, notamment de Sylvain Maillard et d'Aurore Berger, une proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, l'Erasmus de l'apprentissage. Cette loi devrait être discutée et sans doute votée dès le mois de janvier. Et donc, les quelques freins qui subsistaient lorsque la mobilité est supérieure à 1 mois, ces freins-là vont disparaître, car il y aura désormais une option. On pourra maintenir le contrat de travail ou on pourra le suspendre. Donc, tout s'enclenche dans les meilleures conditions possibles. Plan européen, monsieur le commissaire, il y a des moyens matériels. Les moyens matériels, c'est le budget Erasmus+, c'est le Fonds social européen, plus le FSE+, et puis c'est également COVE. Donc, merci pour ce qui a été inscrit dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Ceci va nous permettre de progresser, et notamment, je fonde beaucoup d'espoir sur FSE+. Ayant dit cela, je voudrais, monsieur le commissaire, vous laisser la parole. Nous sommes tous très impatients de vous entendre. Ne doutez pas de notre détermination. Nous voulons concrétiser l'ambition qui nous anime, de démocratiser Erasmus et de parvenir à l'espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans l'esprit du processus de Bologne, qui a fait l'espace européen de l'enseignement supérieur
dont l'Union européenne est particulièrement fière. Eh bien, nous voulons le même dispositif pour les apprenants professionnels. Monsieur le commissaire, merci infiniment. Vous avez la parole. Je précise que, après avoir entendu le commissaire, peut-être qu'il aura encore quelques minutes pour entendre une ou deux questions que vous pourriez poser, qu'ensuite nous aurons une table ronde et que Madame Grandjean nous rejoindra vers 17h15, 17h20. Monsieur le commissaire, du fond du cœur, merci. Bon après-midi, tout le monde. Monsieur le Président, cher Monsieur Arthuis, Mesdames les députés, chère Ilana, on a maintenant l'habitude de travailler ensemble. Chère Laurence, chers participants et surtout chers responsables des centres de formation et chers apprentis. Je peux vous dire que votre détermination, j'en ai fait maintenant l'expérience. Et je peux dire que je la partage. Je veux en faire partie. Parce que je pense que ce que vous êtes en train de construire, c'est effectivement quelque chose de très important pour les jeunes Européens. Erasmus est devenu une sorte de symbole pour les jeunes, pour une Europe sans frontières, pour une Europe qui leur permet effectivement de découvrir d'autres cultures, d'autres formes d'apprendre, d'autres expériences aussi. Et il est foncièrement injuste de réserver cette expérience fondamentale dont nous avons, nous qui travaillons en Europe, absolument besoin, d'exclure ou du moins de ne pas y faire participer une grande partie de jeunes. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'hiérarchie entre les formations. Toutes les formations se valent, qu'elles soient académiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient de l'ordre de l'apprentissage ou qu'elles soient peut-être parfois aussi à travers un job, un emploi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ajouté à Erasmus maintenant Alma, qui s'ouvre aussi à des jeunes qui ont encore plus de difficultés à trouver leur place dans le monde du travail et parfois même, je dirais, dans la société. Donc cet Erasmus est maintenant ce qui nous inspire, ce qui nous fait effectivement avancer. Je tiens à vous remercier, Monsieur Arthuis, pour tout ce que vous êtes en train de faire et votre détermination qui ne date pas d'aujourd'hui, mais vous avez patiemment construit ce grand projet. Et j'avais eu le privilège d'être à Paris avec vous à cette réunion importante aux arts et métiers d'ailleurs, je crois. Et je crois que vous m'avez absolument convaincu que ce projet est un projet qui doit nous motiver parce qu'il motive les jeunes. Et je me rappelle toujours que ce jeune, j'ai malheureusement, on m'a dit, raté des interventions des jeunes, et je le regrette beaucoup. Mais je me rappelle, quand je suis revenu à Paris, j'avais écouté un jeune qui a décrit son expérience de mobilité en Allemagne. Il venait du sud de la France, il était allé à Hambourg, ça je me rappelle très bien. Il avait appris le métier de chauffagiste, et il en parlait avec une telle conviction que vraiment, je me suis dit, ça, il faut continuer, il faut l'ouvrir à tous les jeunes parce que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie pour d'abord l'apprentissage, pour donner la valeur à l'apprentissage qu'il mérite, pour aussi reconnaître à tous ces jeunes qui passent par l'apprentissage, pour reconnaître leur mérite, leur grand mérite, et les considérer absolument équivalents à toutes les autres formes de formation. Vous avez cité l'année des compétences. Donc il y a un passage entre l'année de la jeunesse, l'année européenne de la jeunesse, vers l'année européenne des compétences. Donc il y a une logique dans tout cela. Et nous voulons en faire une année qui mobilise
tous, qui mobilise les jeunes, qui mobilise les employeurs, qui mobilise les partenaires sociaux, qui mobilise aussi toutes les institutions engagées dans la formation, l'éducation, mais surtout toutes les formes de formation, notamment tous ceux qui donnent les formations tout au long de la vie. Parce que je crois que quand on regarde la situation actuelle, nous parlons, et je ne néglige pas le nombre de chômeurs que nous gardons en Europe, malheureusement, mais le grand débat tourne maintenant autour du manque de personnes qualifiées. C'est ça, quand vous parlez aux employeurs, le premier sujet qu'ils abordent, c'est effectivement le manque ou la difficulté à trouver des personnes qualifiées. Bien sûr, on manque de médecins, oui, c'est un grand sujet. On manque d'ingénieurs, oui, c'est un sujet. Mais on manque aussi de plein de professions, de plein de métiers dont on aurait absolument besoin maintenant parce qu'on est dans une période de grande transformation, à la fois au niveau des entreprises, mais surtout au niveau de nos économies, puisque la transformation, c'est la transformation verte, c'est le Green Deal, c'est la construction, c'est le bâtiment, ce sont les systèmes de chauffage. Pour tous ces métiers-là, on cherche des gens qualifiés et souvent on ne les trouve pas. Et donc, je crois que c'est pour cela que la présidente de la Commission a décidé de déclarer l'année prochaine année européenne des compétences, parce que l'avenir de l'Europe, l'avenir aussi de la réussite de la transformation que nous voulons engager dépend, en fin de compte, des compétences et notamment des jeunes qui doivent continuer pour les années à venir cette grande transformation. Donc, j'invite tout le monde d'ailleurs à participer à cette année, parce que ce n'est pas une année qu'on déclare comme ça et puis on passe à autre chose. Il faut que concrètement on travaille sur des projets. Et je sais que, M. Arthuis, vous le faites, notamment sur la mobilité qui est au centre de cette revalorisation des métiers, des apprentissages. Et donc, je suis très heureux qu'aujourd'hui, il y ait 43 centres de formation. Et donc, vous êtes tous des acteurs de cette année des compétences qui va s'ouvrir l'année prochaine. Bien, la mobilité des apprentis, on en a beaucoup parlé. Je me rappelle, j'avais dit, l'Europe, c'est d'abord un effort considérable à supprimer les barrières. Parce que c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'un jeune qui est en apprentissage n'a pas exactement les mêmes possibilités, les mêmes facultés de passer à un autre pays, de continuer son apprentissage? Parce qu'apparemment, il y a des barrières. Alors, on les a identifiées, elles sont effectivement réelles, il ne faut pas les nier. Mais c'est notre tâche de trouver des voies et des moyens pour effectivement montrer que ces barrières sont absolument surmontables, qu'on peut absolument trouver des solutions qui sont à la fois à l'avantage du jeune, de l'apprenti, mais qui sont autant à l'avantage de l'employeur et qui finalement sont à l'avantage de la communauté tout entière. Et donc, je crois que c'est sur cela que maintenant qu'il faut travailler. Et je dois aussi relever le soutien du Parlement européen. Je crois que vous étiez député européen, Monsieur Arthuis, je me rappelle, et vous l'aviez déjà lancé quand vous étiez député européen. Vous voyez qu'il y a plein de gens qui ont pris le relais. Et au Parlement européen, et donc je compte beaucoup aussi sur le soutien du Parlement européen pour faire avancer ce projet. Et je dois dire, vous avez évoqué le financement. Vous savez que les négociations budgétaires qui ont eu lieu il y a, je crois, 2 ans, étaient difficiles et que finalement, on ne nous a pas trop gâtés au niveau du budget européen. Mais grâce à vous, grâce à d'autres, il y a un budget qui a été renforcé, c'est le budget Erasmus.
Et ça, je crois que c'était au moins un signal positif pour les jeunes. Il faut effectivement maintenant utiliser cet argent et peut-être, s'il y a une révision budgétaire, si on fait avancer les choses, peut-être revoir aussi ou donner la possibilité à revoir le budget Erasmus. Comment est-ce qu'on peut aider l'Alliance européenne pour l'apprentissage, d'abord, puisqu'on travaille étroitement aussi avec la commissaire en charge de l'éducation, qui réunit les autorités nationales et les principaux acteurs concernés, travaille à renforcer la qualité, l'offre et ça c'est, je crois, le cœur du problème, l'image globale de l'apprentissage, partout en Europe. Et d'ailleurs, on était il y a quelques semaines au Pays Basque. Et je dois dire, j'étais émerveillé par d'abord la reconnaissance qui existe de l'apprentissage dans ce pays-là, dans le Pays Basque. Et je vois aussi que partout maintenant en Europe, en Espagne notamment, qui n'étaient pas a priori tellement attachés à cette idée d'apprentissage, l'apprentissage, la formation duale fait d'énormes progrès. Et d'ailleurs, je constate aussi que les chiffres en France sur l'apprentissage ont énormément progressé. On a fait une loi, je crois, on a mis des fonds considérables à la disposition et je ne peux que féliciter tous ces efforts qui sont déployés un peu partout. Et quand je regarde d'ailleurs les plans nationaux de relance et de résilience, pratiquement dans tous les plans nationaux, je pense au plan italien aussi, il y a un élément important sur la promotion, le renforcement de l'apprentissage. Donc tout le monde a compris qu'on ne pourra maîtriser ces transformations que si on investit sur l'apprentissage, sur les jeunes, en donnant aussi aux jeunes peut-être qui ont décroché, parce que je n'aimerais pas les oublier. Nous avons malheureusement en Europe 8 millions, apparemment 8 millions, c'est les statistiques qui le disent, 8 millions de jeunes qui ne sont pas en éducation, dans un emploi, ni même dans un stage. 8 millions de jeunes qui sont quelque part, qui n'ont pas achevé normalement leur cursus scolaire et qui sont un peu en déperdition. Ben, je crois que précisément les réformes de l'apprentissage, la présentation de l'apprentissage devraient nous permettre de récupérer un grand nombre de ces jeunes-là, pour leur montrer qu'il y a une voie de sortie parfois du désespoir, parce que ces jeunes-là sont des jeunes en désespoir. Et surtout leur montrer qu'on a absolument besoin d'eux. Et donc on peut leur offrir une formation valable, peut-être une mobilité pour découvrir autre chose, et en même temps, ou après, un emploi valable, un emploi de qualité, non pas un emploi précaire où on les emploie pour quelques heures et pour quelques semaines, mais un vrai emploi. Donc je crois que ça, c'est une mission absolument importante qui doit aussi émaner de l'Europe. C'est un message de l'Europe à ces jeunes-là. Bon, je peux bien sûr citer le cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité, c'est très, très important, la recommandation du Conseil sur l'enseignement et la formation professionnelle et la fameuse déclaration d'Osnabrück qui a, je crois, permis à relancer un peu tout l'engagement européen sur l'apprentissage. Dans ce cas, d'ailleurs, les outils européens qui facilitent la transparence et la comparabilité des qualifications et des compétences, c'est le cadre européen des certifications. Je crois que ça, c'est un point très important qui a un lien direct aussi avec la mobilité, l'Europass, les justificatifs numériques européens pour l'apprentissage. Donc, tout cela doit contribuer à, effectivement, d'abord, à renforcer l'apprentissage, mais aussi à ouvrir la porte aux jeunes pour cette mobilité que nous souhaitons absolument. Alors, j'ai parlé des moyens financiers. Maintenant, il faut voir, et je crois que vos idées vont tout à fait dans le bon sens, il faut mettre ensemble les employeurs, il faut mettre ensemble les centres de formation, il faut créer un réseau où chacun reconnaît qu'envoyer son apprenti dans un autre pays, ce n'est pas le perdre, c'est finalement gagner en compétences.
et au retour, il va être plus performant. Il aura une ouverture que peut-être avant il n'avait pas suffisamment, ou une autre ouverture. Et donc je crois que c'est ça maintenant le travail que nous devons effectuer. Alors tout cela n'est pas toujours facile. Je comprends une petite entreprise de quelques personnes avec 1 ou 2 apprentis. Bien sûr, ils réfléchissent à 2 fois, est-ce que je peux le laisser partir, et est-ce qu'il va revenir, etc. Mais il faut lui donner la certitude, il faut peut-être lui donner aussi un petit soutien financier aux jeunes, mais aussi à l'entreprise. Et surtout, il faut peut-être lui proposer un échange. Parce que c'est ça votre idée qui est formidable. C'est qu'on peut échanger un apprenti par un autre. Et finalement, c'est un double win-win, à la fois pour les 2 entreprises, mais aussi pour les 2 jeunes. Donc je crois qu'il faut maintenant mettre en place ces instruments, ces réseaux, ces soutiens, là où il le faut, pour qu'effectivement, on concrétise ce beau projet de mobilité, parce que l'Europe, c'est la mobilité, c'est l'Europe sans frontières, mais c'est aussi l'Europe qui permet à tout un chacun de se réaliser et d'ouvrir des opportunités. Et nous sommes dans une période difficile, économiquement, socialement, mais nous sommes aussi à une époque où finalement, il faut montrer, surtout aux jeunes, qu'il y a des opportunités et qu'on les soutient. On soutient tous ces jeunes qui sont prêts à faire l'aventure de la mobilité, à apprendre. Et je crois que notre avenir économique, mais aussi l'avenir de nos sociétés et surtout l'avenir de l'Europe en tant que telle, dépend de tout cela. Merci beaucoup. Je dois partir. Attendez. Monsieur le commissaire, Oui. Monsieur le commissaire, vraiment, s'il fallait un porte-parole pour promouvoir notre cause, nous vous ferions appel. J'espère qu'on a enregistré, qu'on fera une vidéo et qu'on pourra diffuser largement. Très bien. Je voulais vous dire que l'événement d'aujourd'hui, parce que les 43 qui sont ici, demain, vont aller à la rencontre de partenaires dans les différents pays de l'Union européenne pour établir justement ces partenariats, ces jumelages qui faciliteront les sorties et les entrées d'apprentis. Donc nous souhaitons qu'il puisse être fait un écho à cet événement pour faciliter la recherche de partenaires. Je voudrais vous dire aussi, monsieur le commissaire, que puisque ce sera l'année des compétences, l'année 2023, je ne doute pas que nos collègues députés auront l'idée d'un projet pilote qui soit un facteur et que ceci sera bien accueilli par vos services, monsieur le commissaire. Et enfin, je voudrais vous dire que nous avons en préparation une plateforme de matching entre les offres et les demandes de mobilité et qu'elle sera mise en service dès que le processus aura commencé à vivre. Parce qu'il faut qu'il y ait un début de contenu concret avec des centres de formation engagés, précisément. Mais l'instrument est prêt. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci infiniment pour les propos que vous venez de tenir. Oui, en guise de conclusion, je voudrais remercier à la fois, j'allais dire mon allié et complice Jean Arthuis, parce que vous l'avez compris, on est quand même un peu, on est embarqué avec Laurence. Ilana est administratrice de Roap Mobility EU. Voilà, tout à fait. Donc Laurence est administratrice de Euroap Mobility en France. Non. Mais il y a 2 entités. Il y a 2 entités. Bon, en tout cas, on est tous dans un magnifique bateau. Et on est tous ensemble. Moi, je suis EU et Ilana France. Alors, moi, je voulais vous remercier, monsieur le commissaire. De toute façon, je vous assure qu'on travaille très bien ensemble, la France et EU. C'est que je retiens, je sais que vous devez partir, monsieur le commissaire, mais juste avant que vous ne partiez, je voulais vous remercier de vos mots forts. Vous avez parlé d'une détermination que vous partagez, vous avez parlé de cette nécessité de mettre fin à l'injustice, de cette nécessité de mettre fin à la hiérarchie entre les formations. Et vous avez eu cette jolie formule, envoyer un employé dans un autre pays, ce n'est pas le perdre, mais c'est gagner un excellent employé. Ça, c'est une très belle formule. Voilà. Et évidemment, le E ne s'entend pas, mais il était là. Et je voulais, et je salue aussi ce que vous avez dit sur, effectivement, le fait que la formation professionnelle est quelque part une tête de pont de cette souplesse pour s'adapter aux besoins
d'un marché du travail qui est en évolution perpétuelle. Et donc, c'est vraiment quelque part un exemple qui nous donne la direction. Alors, chacun a ses marottes. Moi, j'ai la mienne, mais vous le savez déjà. C'est que dans cette année des compétences qui s'ouvre, 2023, eh bien, on pourrait commencer par reconnaître, en fait, justement, on a parlé des soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences non académiques qui sont acquises lors d'une mobilité, la communication, la faculté de s'adapter, la faculté de croire en soi, c'est d'abord la chose la plus précieuse qu'on acquiert. Eh bien, on pourrait se mettre d'accord sur une reconnaissance mutuelle et un référentiel européen de compétences reconnu à l'échelle européenne par tous les employeurs publics et privés d'Europe. Et ce serait quelque part comme une première pierre à ce processus de Bologne que nous appelons de nos voeux, mais il aurait comme avantage que nous l'aurons construit ensemble dès le début, et ça pourrait être une très jolie manière de s'engager dans ce chemin de Bologne pour l'apprentissage. Voilà, merci en tout cas. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une question? Est-ce qu'il y a une question brûlante? Nous prenons une question. Et s'il y en a une question, voilà, une question. Bonjour madame, c'est pas une question. Alors je suis Pascal Chomette, directeur de la start-up d'État Diagorion, partenaire du projet EAM. C'est pas une question, c'est une remarque. Vous dire qu'il existe un référentiel européen qui existe déjà, qui s'appelle RecTech, issu d'un partenariat stratégique entre 3 pays européens, France, Luxembourg et Belgique, porté par l'agence française à Bordeaux. Très bien. Oui, et donc ça pourrait être effectivement une source d'inspiration, et je crois que l'idée, ce serait peut-être de le reconnaître au niveau européen. Oui, d'ailleurs, venant d'un pays qui est surtout frontière, je dois dire que peut-être l'axe transfrontalier me paraît être un axe qu'il faut effectivement développer beaucoup, parce que c'est peut-être parfois plus facile aussi entre pays qui ont des frontières en commun de promouvoir la mobilité. Donc je crois que ce qui a été fait effectivement entre les 3 pays, puisque en plus on peut y ajouter un 4e qui partage les frontières et on est dans l'espace Schengen tout de suite, pour promouvoir la mobilité, je crois que c'est une très bonne, un très bon axe de travail sur les équivalences aussi. Voilà. Merci infiniment. Merci encore. C'est une bonne idée. Voilà. Bien, alors, nous passons maintenant à la table ronde. Et c'est Paola Bolognini, la déléguée générale d'EuroApp Mobility, Allô, qui a le plaisir de l'introduire. qui prend le lead. Alors, bonjour à toutes et tous. Après ces propos si engageants, on va voir de faire de notre mieux, mais je pense qu'on a les prérequis pour faire de notre mieux. Parce qu'en face de nous, on a bien 5 acteurs qui représentent tout le beau monde que vous avez cité tout à l'heure. Donc, les employeurs, les jeunes et les centres de formation. Alors, je demanderai à nos participants à la table ronde, qui n'est pas si ronde, de bien vouloir se présenter très brièvement. On démarre avec Alexandre. Ils vont venir ici. On va vous céder la place. Ça va On être va vous faire une proposition, c'est que les 5 intervenants viennent à la tribune. Bah, c'est fantastique. Mais voilà, comme ça, la salle pourra les voir. Switch. Ah oui, on adore improviser. Prenez votre place. Hop. C'est très bien. Après, j'espère de remettre au bon... Vous allez m'aider, au cas où. Donc, je me remets quand même à ma place. Hop, hop, hop. Donc, je démarre toujours par le même interlocuteur. Donc, Alexandre, tu es déjà en place? Oui, je te vois. Oui, si on m'entend bien, oui. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement?
Alors, Alexandre Fan, référent mobilité pour l'école d'ingénieurs CESI. Voilà, donc nous, on travaille vraiment sur 3 grands domaines qui sont l'industrie, le BTP et l'informatique. Et on a la particularité d'avoir une mobilité obligatoire en fait, pour l'obtention du diplôme de 3 mois minimum. Et à ce titre, on fait partir plus de 1000 apprentis chaque année. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Céline. Donc Céline Dorel, référente mobilité longue pour le projet MONA pour le CFA de la CCI de Maine-et-Loire. Nous sommes en réalité 3 établissements de formation et nous formons sur 90 diplômes depuis le CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur et sur différentes filières, la vente, le commerce, la banque, l'assurance, la pharmacie, l'hôtellerie-restauration et j'en passe. Merci Céline. On continue avec Hélène. Pardon. Je suis la coordinatrice d'internationalisation de Geotechnisch Atheneum Zavelenberg. C'est une école secondaire professionnelle technique ici à Bruxelles. Nous offrons une éducation et formation à temps plein, mais également on a une filière en alternance. Et on fait surtout le secteur dur, donc chauffage sanitaire, électricité et mécanique, mais aussi les soins. Et ça fait 7 ans que je coordonne les projets Erasmus+, Action Clé 1 et 2. Donc aussi les partenariats avec d'autres institutions, en fait. Partenariat stratégique, donc. Oui. Marwan. Bonjour, je m'appelle Marwan, je suis un jeune étudiant dans le monde de la plomberie et le chauffage. Et l'année passée, j'ai eu beaucoup de chance pour participer au stage en France, à Perpignan exactement. Très bien. Last but not least, Marc. Pardon, merci. Si on a un jeune apprenant, je suis un ancien maître d'apprentissage. Je suis maître d'apprentissage, maître artisan et maître d'apprentissage confirmé. Dans ma carrière, j'ai formé 49 apprentis. De ça, je suis assez fier. En CAP, BP et BTS. Et pour la première fois, j'ai envoyé quelqu'un l'an dernier en Erasmus mobilité courte. En fait, moi, j'aime voir le jeune éclore, tel une fleur. Et en fait, il faut juste qu'on l'enthousiasme, qu'on lui dise que le mot travailler, c'est pas un gros mot, et qu'il faut juste que ce mot, on le remplace éventuellement par épanouissement. Donc, on fait plus 35 heures de travail sur 4 jours, on s'épanouit pendant 35 heures sur 4 jours. Très bien. Moi, j'ai fait semblant de rien. J'aurais mis à leur place parce qu'on a un peu fait n'importe quoi, en fait. Très bien. Donc, merci beaucoup d'être là, vous tous. On a beaucoup parlé de la mobilité, des avantages, des bénéfices, des soft skills, de la compétitivité des économies. Voilà, toutes des choses qui effectivement sont très vraies et très justes. Il y a un point très important quand même qu'il faut souligner, et vous êtes là bien pour en témoigner, je pense, qui est pour mettre en place cette mobilité, on a bien besoin du personnel dédié à cette tâche, notamment dans les centres de formation professionnelle, que ce soit un centre de formation professionnelle tout court ou centre de formation d'apprentis. Donc, mes premières questions sont plutôt adressées à Alexandre, Céline et Hélène. Donc, en quoi consiste en fait votre travail, sachant que vous êtes là pour intégrer cette mobilité dans les parcours de formation des jeunes. Donc, il y a un travail qui n'est pas évident. Alors, je peux commencer là-dessus. Donc, le travail du référent mobilité, tel qu'on la conçoit, c'est un travail vraiment de chef d'orchestre. On va travailler déjà au sein de nos centres de formation avec la direction des études pour pouvoir définir la note pédagogique, les objectifs de cette mobilité-là. On travaille également avec les enseignants qui sont en contact permanent, quotidien avec les apprentis, mais aussi avec les administratifs pour tout ce qui est contractualisation, édition des conventions et montage des dossiers de bourse. En dehors de l'école, on va aussi à la rencontre des entreprises. Alors, nous, en tant qu'école d'ingénieurs, c'est vrai qu'on n'a pas ce gros travail qui est de les convaincre de la nécessité de la mobilité, parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est une mobilité qui est obligatoire, mais il faut qu'ils soient bien conscients donc, des objectifs et en quoi ça va leur être bénéfique, et surtout comment eux peuvent aider leurs apprentis en leur trouvant. Alors, on travaille beaucoup avec des grands groupes industriels, donc des stages dans des filiales, dans des maisons mères ou chez des fournisseurs ou des clients à l'étranger. Au cœur, il y a bien évidemment aussi les apprentis qu'on accompagne tout au long de leur parcours sur la définition du projet de mobilité, sur les aides
dont ils peuvent bénéficier. Et le dernier acteur que je vois, moi, c'est les partenaires à l'étranger, que ce soit les universités ou les entreprises que l'on démarche pour pouvoir obtenir des places en stage et s'assurer que le stage qui va être effectué soit à bon niveau et que, voilà, en tout cas, l'apprenti soit bien attendu et bien accueilli une fois sur place. Donc, vraiment, l'idée du référent mobilité, c'est de mettre tous ces gens-là autour de la table et qu'on travaille tous ensemble pour un objectif commun qui est la montée en compétences des apprentis, que ce soit sur le plan linguistique, interculturel, mais aussi technique. Merci beaucoup. Du coup, un travail vraiment à 360 degrés. Est-ce que Céline, Hélène, vous voulez compléter peut-être avec votre point de vue ? Oui, puisque Alexandre s'est exprimé pour l'enseignement supérieur avec une mobilité donc obligatoire inscrite dans le cursus. Quand la mobilité, elle n'est pas obligatoire, qu'elle reste facultative, qu'on la propose aux jeunes dans nos centres de formation, sur des jeunes en CAP ou en bac pro, ça sous-entend faire adhérer aussi l'employeur à cette envie de mobilité et convaincre. Et comme il a été dit tout à l'heure, convaincre qu'on ne perd pas une paire de bras pendant 2 semaines, mais qu'on va gagner en fait un apprenant qui va revenir plus fort de nouvelles compétences, de nouvelles techniques. On pourrait presque parler d'un espion industriel envoyé à l'étranger pour rapporter de superbes savoir-faire. On pourrait presque en parler. Mais en attendant, dans les faits, pendant cette mobilité, c'est bien une paire de bras qui n'est plus là. Et quelquefois, pour un employeur, ça peut être complexe d'accepter la démarche de mobilité. Ensuite, le jeune, quand on a 16 ou 17 ans à peine, il y en a certains pour qui la mobilité, ça va être la première mobilité. Le premier avion, la première fois les pieds à Paris. De Roissy-Charles de Gaulle, on ne voit pas la Tour Eiffel, mais ils auraient bien aimé pourtant. Et puis tout le après. Il y a beaucoup de freins aussi au niveau des jeunes qui peuvent être à lever dans la conviction. Et nous, à la CCI, en tout cas de Maine-et-Loire, nous sommes convaincus que nos apprenants ont du talent. Et le tout, c'est de leur faire croire à eux aussi qu'ils adhèrent à cette notion de talent et qu'on les embarque dans l'aventure de la mobilité également. Merci beaucoup. Hélène ? Oui, pour compléter, en plus des employeurs, en effet, c'est aussi convaincre les élèves et leurs parents. Dans notre école, on a je crois, 90% d'élèves qui tombent sous les fewer opportunities, les moins avantageux. Et surtout pour eux et les parents, ce n'est pas évident de les convaincre, d'abord les informer, les atteindre pour pouvoir les informer, et puis les convaincre de la valeur ajoutée de ces mobilités. Parce qu'ils disent, ils suivent quand même une formation ici chez vous, mais ils ont peur pour l'inconnu. Et évidemment, beaucoup de nos élèves n'ont jamais été à l'étranger tout seuls sans leurs parents, n'ont jamais été ailleurs sans leurs parents. Et donc, ce n'est pas évident. Donc, à côté de chercher des partenaires d'entreprise, de travailler avec les professeurs qui sont le plus proches des élèves, je crois pas mal de travail va dans le matériel et faire en sorte qu'il y a des élèves qui veulent partir. Très bien. On a pas mal parlé du coup des élèves. Je vais peut-être poser une question à Marwan, parce que Marwan est bien un élève. Comment tu as su déjà de cette possibilité de partir en mobilité ? Et en toute sincérité, est-ce que tu as dit oui de manière enthousiaste ou tu as eu quelques craintes ? Au début, j'étais hésitant. J'étais pas très convaincu parce que c'était aussi la première fois. Je suis jamais sorti de ma zone de confort sans mes parents aussi. C'était une nouvelle expérience dans ma vie et que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc, toi, tu pourrais être un ambassadeur auprès de tes pairs, auprès de tes collègues, pour dire que c'était une belle expérience. Et toi, tu es parti à Perpignan, tu es plombier de formation, c'est ça ? Voilà. Et comment ça s'est passé en entreprise à Perpignan ? Au début, j'étais
je suis quelqu'un de pas sociable. Au début, quand j'étais avec de nouvelles personnes, Tu t'es débrouillé très bien pour être quelqu'un de pas sociable. T'as vu combien de monde est là? quand j'étais directement confronté avec la société même, c'était un peu choquant au début parce que je connaissais aussi personne. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une société qui était très familiale et très attachante. Ils m'ont très bien accueilli et aussi beaucoup appris, en dehors de la société et aussi dans la société. J'ai aussi beaucoup appris sur le métier même, que par exemple des techniques que ici nous n'utilisons plus, comme par exemple braser et souder. Avec du cuivre ici, nous faisons plus ça. Et j'ai aussi partagé ce que je savais et ce que j'ai appris ici en Belgique avec eux. Et voilà. Donc c'était bien. Ouais, c'était très bien. Mais voilà, pour tout dévoiler, Marwan, il est parti à Perpignan, chez un centre de formation que je connais bien, pour 3 semaines. Donc, c'est pas tout à fait la mobilité longue que nous, on porte très fort. À Eurorap, on a l'habitude de dire, je le disais hier lors d'une intervention aussi, notre motto, c'est « Mobility once, mobility again ». Une fois qu'on a fait la mobilité, on va continuer. Donc, cette mobilité que tu as fait des 3 semaines, c'est peut-être le démarrage de quelque chose d'autre ou pas? Est-ce que tu imagines de partir à une mobilité un peu plus longue? Oui, bien sûr. C'était... Allez, en 3 semaines, ils m'ont aussi beaucoup dit que j'allais pas tout apprendre ce qu'ils faisaient là-bas et qu'en 3 semaines, ils m'ont appris, on va dire, que les bases qu'ils font en France et que si j'avais la possibilité de plus rester, qu'ils allaient encore plus m'apprendre ce qu'ils utilisent là-bas. Oui, donc c'est bien ça, hein. La mobilité plus longue, ça signifie immersion. Et alors, on va poser peut-être une question à l'employeur tout au fond. Parce qu'on parlait tout à l'heure c'était Céline notamment, hein, qui évoquait l'effet de la perte des bras, entre guillemets. Donc, vous, Marc, vous êtes un coiffeur. Vous avez une équipe, j'imagine, composée de combien de personnes? 6 personnes. Combien d'apprentis? 2. 2 apprentis. Donc, l'effet que vos apprentis, les 2 apprentis, par exemple, puissent partir en mobilité, est-ce que ça pose problème dans le fonctionnement de votre équipe? Comment vous pallierez l'absence de ces jeunes? Est-ce que vous voudrez accueillir des jeunes européens? Oui, alors c'était une première expérience pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Marwan est parti 3 semaines, on voit l'enthousiasme qu'il a en rentrant et déjà les quelques astuces, hein, sans espionner, qu'il a ramené à l'entreprise. A contrario, la personne part 15 jours, chez moi elle est partie 15 jours. Elle a aussi appris des choses et elle s'est surtout révélée. Et auprès de ses collègues, quand elle est rentrée, c'était plus la même. D'ailleurs, Marwan m'a dit tout à l'heure, on m'a dit quand je suis rentré que j'étais plus le même. C'est exactement ce qui s'est passé pour ma jeune collègue. Donc déjà, vous êtes fier, vous êtes tuteur, vous êtes maître d'apprentissage, vous voyez votre jeune qui est comme ça. Donc le business c'est bien, le CA c'est bien, et il y a toujours une histoire économique, c'est évident. Maintenant, l'épanouissement du jeune, il est aussi super important. Et là, les parents, s'il s'agit de jeunes de moins de 20 ans, par exemple, sont aussi fiers de la boîte qu'ils auront choisie pour leurs jeunes. Effectivement, pour l'histoire des bras, je pense qu'Erasmus a dans les tuyaux ce que vous appelez la réciprocité. C'est-à-dire, oui, moi j'aimerais envoyer... Mobility, là, dans les tuyaux. Pardon. Erasmus, et c'est permis par Erasmus. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on pousse très fort au niveau d'Europe Mobility. Voilà, j'ai pas encore tout le vocabulaire. Comme on l'a pas autour d'Erasmus, puisque c'est nouveau. La nouveauté, ça fait toujours peur. Maintenant, il faut. Et si on peut avoir une réciprocité, c'est que du bonheur. Donc, ouais, il n'y a pas de raison. Et puis, il faut bien commencer. L'inconnu, ça fait toujours peur. Maintenant, on vous traite de fou au départ parce que vous faites quelque chose qui n'existe pas. Après, le fou est suivi. Et là, c'est exactement la même chose. Il se passe véritablement quelque chose dans le monde du travail, dans la manière dont on doit enthousiasmer notre jeunesse, parce que c'est l'économie de demain. C'est ce que disait monsieur le commissaire tout à l'heure. Et donc, OK, on doit se challenger pour que ça ne soit pas d'un coup... trop important pour l'entreprise. Et monsieur le commissaire a laissé entendre aussi tout à l'heure qu'il pouvait peut-être y avoir un accompagnement aussi en termes de trésorerie. Donc, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Mais du coup, on sent bien que vous, Marc, vous êtes une entreprise engagée, une entreprise formatrice. On le sent bien. Vous avez un effectif de 2 apprentis sur la totalité de l'équipe. Donc,
ça signifie quand même que vous y croyez fort. Nous, ce qu'on entend souvent, c'est quand même beaucoup de réticences de la part des entreprises. Une des raisons, par exemple, c'est la charge administrative. Est-ce que vous avez vécu, de votre côté, même si la mobilité a été courte, cette charge administrative en toute sincérité, est-ce que, au-delà de l'engagement que vous portez, qui est important pour nous, quels sont les problèmes? Pourquoi du coup, ça ne marche pas, en fait, comme on voudrait? Bon, la charge administrative, c'est pas méchant sur 15 jours. La chambre des métiers donne un coup de main. Moi, j'ai la chance, ma femme gère toute la compta et l'administratif. Maintenant, non, c'est pas compliqué. J'ai la chance. Non, mais c'est et voilà. Non. On peut toujours trouver un prétexte pour dire c'est compliqué. L'administratif, là, c'est pas compliqué. S'il y avait des freins, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de dire on est dans le monde des bisounours, on est tous convaincus que Erasmus Mobility, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être un frein? À mon sens, moi, je vois par exemple que notre jeune qui est reparti là en Allemagne 3 mois, voyez, après avoir passé 15 jours il y a 1 an, l'entreprise où elle était en Allemagne lui a dit bah, tiens, si tu veux, quand tu sortiras de chez Marc, on veut bien te faire un contrat Erasmus de 3 mois. Elle me demande, je dis vas-y, moi j'ai pas le droit de te garder, ce serait égoïste, même si je lui ai déjà fait acquérir un savoir-faire. L'idée c'est de l'aider à s'envoler, à prendre son envol et à vivre autre chose, à s'ouvrir. Et donc elle est repartie là-bas. Par contre, je crois savoir qu'elle est rémunérée et par Pôle Emploi et par Erasmus. Et donc, à mon sens, il faut vraiment travailler ça de très près, parce que l'entreprise qui profite, entre guillemets, d'une main-d'œuvre où il y aura un CA de généré, où il y aura du business de fait, mais de quel droit elle va pas payer les charges elle va pas payer la rémunération. Donc, excusez-moi, c'est peut-être un peu technique ou rapide ce que je dis. Non, c'est pas technique. C'est vraiment quelque chose de tout. très important pour moi, ça, parce que l'argent d'Erasmus, c'est pas un voyage en touriste, doit servir à quelque chose. Et si on a une enveloppe Erasmus, peut-être qu'elle doit servir, à mon sens, on a parlé tout à l'heure du problème de l'anglais, enfin parce que l'anglais c'est la clé pour s'exprimer dans tous les pays d'Europe. Et à mon sens, en France, à ce titre-là, nos jeunes ont un petit problème. Donc, est-ce qu'il ne faut pas justement travailler ça? Parce que ça, c'est super important pour s'exprimer. OK, on s'exprime par les gestes, et les savoir-faire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, pour moi, il y a certainement des freins à soulever. Ça, c'en est un. Mais c'est que du plus Erasmus. Oui, ça c'est clair. Mais tout ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la mobilité, un post-apprentissage, ça, désolé pour les publics plus européens, ça c'est vraiment une particularité française, la possibilité de pouvoir partir en apprentissage une fois obtenu son diplôme avec un aide de Pôle emploi qui est cumulable avec d'Erasmus, c'est vraiment, il existe, c'est quelque chose, we take note, on sait que ça existe, mais c'est pas ce que Europe Mobility porte. Europe Mobility porte la mobilité intégrée pendant les parcours de formation. Et c'est bien pour cette raison qu'on a mis en place ce projet qui s'appelle MONA, Mon apprentissage en Europe, où Céline et Alexandre sont deux exemples des référents mobilité dans les cadres du projet MONA, pour intégrer cette mobilité au cœur du parcours d'apprentissage, parce qu'on est d'accord que voilà, c'est pas peut-être la meilleure des options. Mais vous disiez quelque chose aussi d'important sur les langues. Et effectivement, dans les cadres du projet MONA, une des clés du projet, ce sera celle d'intégrer davantage des modules en langue anglaise dans les cours de formation de nos jeunes par apprentissage. Excellent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de porter de manière forte. Et une question aussi par rapport à peut-être plus générale à la création des partenariats, en fait. Comment vous faites pour trouver des partenaires, pour envoyer vos jeunes à l'étranger, pour accueillir les jeunes? Et après, on reviendra, Marc, aussi sur votre expérience en Allemagne, parce que ça, c'est une chose importante aussi. Les maîtres d'apprentissage sont éligibles à Erasmus+. Donc, des company tutors peuvent bien partir et se former avec Erasmus, et Marc, c'est un exemple. Donc, on revient d'abord sur la partie peut-être plus partenariat. C'est un peu le nerf de la guerre, non? Chercher des partenaires fiables, reliable, sérieux. Donc, comment vous faites?
La première fois que je cherchais des partenaires, c'était via un séminaire de contact que l'Agence nationale CEPIE en Espagne organisait. Et je crois que j'ai participé à 2-3 séminaires, entre autres à Bordeaux, où j'ai rencontré Hélène. On peut tout dévoiler. Paola. Et pour moi, personnellement, c'était idéal, surtout je débutais en ce moment-là, de rencontrer beaucoup de partenaires éventuels en très peu de temps. Et une fois qu'il y a quelques contacts partout dans l'Europe, même une personne dans 5 pays, le monde devient très petit parce que via ces partenaires, on trouve d'autres partenaires et via eux, et on les suit dans les médias. On entend des projets de ce qu'ils font. Et puis, dans ces projets, ce partenaire, c'est intéressant pour nous. Et via le partenaire, tu contactes l'autre partenaire. Et pour moi, ça, c'était les débuts de tous les partenaires qu'on utilise toujours maintenant. Et c'est surtout, je trouve, les référents qu'il y en a en France. Ça n'existe pas encore en Belgique, pas dans ce concept-là. C'est très intéressant parce qu'un référent peut te mettre en contact avec beaucoup de gens et c'est exactement pour telle option d'études ou pour ce type de formation, ça ou ça ou ça, c'est le meilleur CFA ou le meilleur centre de formation, la meilleure école. Et je trouve ça, c'est très facile pour nous d'utiliser les référents pour trouver des partenaires, surtout si on connaît quelques référents avec qui on travaille déjà depuis longtemps. Si eux, ils nous avisent contacter telle ou telle personne, je sais que je peux les faire confiance que ce sont les bonnes personnes. Ce sont les personnes qu'il nous faut et qui sont fiables. Une autre voie de recherche, c'est Erasmus Mobility. Parce que là, ce sont des écoles VET et seulement des écoles VET qui cherchent des partenaires, qui cherchent des entreprises de stage l'un pour l'autre. Donc, c'est aussi le principe d'échange. Mais oui, comme j'ai dit, si on a 5 partenaires fiables à travers l'Europe, je trouve le monde devient petit et on fait des connexions et il y a le network et ça va. Merci beaucoup, Hélène. Donc, des partenaires fiables trouvés grâce aux agences nationales, du coup, parce qu'effectivement, les agences nationales Erasmus, dans tous les pays, organisent des des séminaires de contact. Donc, voilà. Et ces réseaux de référents mobilité qui peuvent être un peu les ambassadeurs. Donc, votre point de vue, Céline et Alexandre, sur ces points ? Sur la recherche de partenaires, au niveau des centres de formation, on est sur une démarche très similaire. Quand on travaille sur des séjours où on est plus sur de l'immersion professionnelle, donc un stage professionnel en entreprise, on a la chance d'avoir un historique sur notre centre de formation et donc d'avoir des anciens qui sont partis, qui sont revenus et qui repartent parfois, donc qui nous tissent un maillage et qui sont capables de nous donner des noms. Dans tous les cas, ce qu'on validera de prime abord, c'est des compétences, le savoir-faire à l'étranger qu'on ne retrouvera pas chez nous, puisqu'envoyer un jeune en mobilité, si c'est pour qu'il refasse ce qu'il fait déjà dans sa propre entreprise, il n'y a pas une utilité, il n'y a pas de plus-value. Donc le but du jeu, c'est qu'il puisse trouver d'autres compétences, acquérir d'autres savoir-faire. Et puis, au-delà des savoir-faire et de l'acquisition de nouvelles connaissances, c'est s'assurer également, notamment lors d'une visite préparatoire, que l'employeur en face partagera les mêmes valeurs humaines, tout simplement que celles que nous portons sur le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, de façon à garantir la sécurité du jeune pendant sa période d'immersion. Merci beaucoup. Alex ? Alors, nous, on insiste
Tout d'abord, sur le fait que la mobilité est l'affaire de tous. Hein, c'est-à-dire qu'on va déjà, avant de parler de partenariat vraiment d'école à école, on va insister auprès de l'employeur que lui aussi peut trouver des pistes au sein de son groupe à son apprenti, que le jeune est aussi en charge de répondre à des offres qu'il pourrait voir sur des plateformes comme Erasmus Interns ou à faire des candidatures spontanées. Et enfin, que l'école aussi proposera des partenariats et qu'à 3, on trouvera forcément donc un stage qui conviendra au projet professionnel de l'apprenti. Les partenariats, ils arrivent de manière très variée. Alors ça peut être des entreprises ou d'universités qui sont dans des réseaux auxquels on appartient. Ça peut être des rencontres à des événements, des conférences ou des salons. Ou ça peut même être des recommandations, par exemple, d'enseignants-chercheurs qui travaillent chez nous, qui, pendant qu'ils étaient en thèse, ont visité un laboratoire. Voilà. Mais au-delà de l'aspect vraiment technique, des modules qu'on va leur proposer sur place, du calendrier, c'est vraiment une relation de confiance qui doit s'établir en tout cas avant de signer le MOU. Il faut qu'on soit en tout cas clair sur le fait qu'on va avoir de la régularité dans nos échanges, qu'on arrivera à maintenir une certaine qualité aussi des candidats qu'on va leur envoyer, mais aussi des places de stage qu'on pourra leur proposer, quoi. Mais je crois aussi la régularité dans les échanges, c'est très important. Aussi le contact entre les échanges, entre les mobilités, car on est souvent contacté par des écoles partout en Europe. Oui, vous n'avez pas de place pour 2 élèves. Je dis oui, mais d'abord, peut-être il faut apprendre à se connaître un peu. On veut savoir qui vous êtes exactement pour ce que vous représentez. Et personnellement, je fais vite la différence entre les partenaires durables avec qui on a un bon contact professionnel, mais également personnel. Et les écoles qui veulent vite, qui cherchent des places et puis on ne les entend plus, on ne les voit plus. Personnellement, ça m'intéresse beaucoup moins. Je trouve on veut tous la même chose, disons. Et aussi pour nos élèves, pour convaincre les élèves, les parents, mais aussi les entreprises. Si on sait dire, oui, on connaît cette personne, on connaît cette école, ça transpire de la confiance dont on a besoin pour convaincre les élèves, les parents, etc. Le plus qu'on connaît les entreprises, les partenaires, le mieux, le plus facile pour convaincre les participants. Oui. Le mot confiance a été évoqué par Alexandre, par toi. Je pense que ça revient beaucoup et je pense que c'est un peu les mots clés du partenariat. On va s'orienter gentiment vers la clôture parce que je voudrais avoir le temps de donner la parole à Sophie Eriksson Watershoot avant. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot de la fin? Qu'est-ce que vous souhaiterez dans les meilleurs des mondes possibles? Qu'est-ce que vous souhaiterez puisse... Si vous le permettez, avant ce mot de conclusion, est-ce qu'il est imaginable, madame, que les relations que vous avez avec d'autres établissements dans d'autres pays puissent prendre la forme d'une sorte de jumelage? Ben oui, en fait, cette année, on a notre demande K2, Prep pour Pro, s'appelle le projet, a été approuvée. Et le but de ce projet est triple de créer un partenariat, vraiment un réseau d'écoles VET durables, qu'on se connaît à fond. Puis de créer une feuille de route pour aider d'autres écoles à commencer avec les mobilités de longue durée et à créer des stratégies et outils de communication avec les différents stakeholders, les élèves, les parents, mais aussi les autres écoles. Et là, on travaille avec on est toujours ensemble toute une semaine, exactement pour vraiment connaître les partenaires, mais aussi voir où il y a le matching pour que nos élèves puissent acquérir des qualifications supplémentaires
qu'on a des partenaires qui ont des types de formation, des types de certificats que nous, on n'offre pas, et l'inverse. Et de cette façon, on veut faire des jumelages, en effet, avec nos partenaires. Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait dans votre pays l'équivalent de RoAP Mobility? Enfin, je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait prendre, mais pour développer, pour stimuler, pour activer le processus. J'aimerais beaucoup. Un réseau de référents européens. Oui, j'aimerais beaucoup. On a essayé, pas nous, moi, mais dans le Géo, on a essayé ça, que chaque groupe d'école a un référent, mais apparemment, financièrement, ce n'est pas faisable parce que, bon... C'est un beau sujet de projet pilote, mesdames et messieurs les députés européens. Je trouve aussi. Donc, Je suis sûr que ça fera plaisir au commissaire. Je vais passer le message. du coup, Madame Eriksson, est-ce que vous avez envie de rebondir un peu sur les témoignages de nos référents mobilité, des Marwan et des Hélène? Vous voulez peut-être mon micro, non? Merci beaucoup. Oui, si je peux ajouter quelque chose. Mais bon, d'abord, merci au président Arthuis, et eurodéputé Sicurel et Faron, et tous les 43, je pense, centres d'apprentis ou centres de volontaires qui sont ici dans la salle aujourd'hui, et aux participants. C'est vraiment, ça fait plaisir d'être ici et entendre les témoignages très concrets, et les points positifs, et peut-être aussi des barrières effectivement définies qu'on peut peut-être trouver des solutions. Et donc, tout d'abord, je trouve aussi, j'aimerais en fait vous féliciter de ce projet MONA pour trouver un bon timing pour le lancement. Et on est effectivement encore dans l'année européenne de la jeunesse, mais il y a une belle transition pour l'année européenne des compétences que vous avez parlé tout à l'heure. J'aimerais ajouter aussi qu'on est quand même dans la 35e anniversaire d'Erasmus+. On est encore un mois à célébrer, et donc ça tombe aussi, c'est une belle occasion de lancer ce type de projet. Voilà. Et, on a heureusement un très bel programme, et on a parlé du budget, c'était dur de négociation, mais finalement on a quand même presque doublé le programme Erasmus+ par rapport au budget de la période avant. Et je dois dire, on a réussi à booster beaucoup les secteurs, et surtout le secteur VET a connu une belle croissance dans cette génération de programmes. On a 21,5% de budget de secteur éducation-formation, qui est vraiment exceptionnel par rapport à ce qu'on a connu en avant. Ça représente plus que 5 milliards d'euros dans les 7 ans. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître aussi, qu'on a, avec ce nouvel programme, et c'était même possible avant, nous avons augmenté les possibilités, le menu de type de mobilité à faire. Donc, on a, par exemple, quand on parle de la mobilité court terme ou long terme, nous avons beaucoup de possibilités dans le programme à soutenir. Et la mobilité long terme dans le secteur éducation et formation professionnelle, c'est possible à partir de 2 semaines et jusqu'à 12 mois. Quand on prend la partie 3 mois jusqu'à 12 mois, c'est ça qu'on appelle Erasmus Pro. Juste pour être aussi clarifier la structure de programme, c'est important de connaître les possibilités. Donc tout ça, évidemment, on a les moyens. On a un programme qui soutient tout ça au niveau européen avec un budget renforcé. Donc toutes les opportunités sont là. Maintenant, on a connu une pandémie. Et c'était difficile pour tous les secteurs, et peut-être en particulier pour le secteur formation professionnelle. Mais pourtant, on voit déjà les chiffres en 21 qui a boosté. On voyait plus que 80 000 participants dans le secteur, dont 12% des participants qui sont moins favorisés, au moins d'un background de moins avantagé. Donc c'est déjà ça montre un grand intérêt. Et ça montre aussi qu'on a encore une bonne évolution qui va encore accroître, parce que le budget dans le programme va énormément accélérer et augmenter pendant les années à venir. Maintenant,
quand on a parlé des compétences, qu'est-ce qu'on apprend quand on a une mobilité? On fait des enquêtes toujours des participants et on confirme tout ce qui a été dit, parce qu'on a les chiffres qui viennent de personnes. Pratiquement 100% des participants recommandent l'expérience. Donc ça, c'est une épreuve c'est vraiment exceptionnel. On voit que 3/4 des participants trouvent que leur perspective de marché de travail a beaucoup amélioré avec cette expérience. Donc c'est très très bien pour l'employabilité. On voit aussi un sentiment au niveau un sentiment européen, un sentiment d'identité européen, et on voit aussi une certaine inclusion dans le projet. Donc tout ça, c'est des chiffres confirmés ou des aspects, l'impact bénéfice confirmé. Maintenant, quand on veut parler quelques mots sur la mobilité de longue durée, dans la toute partie de mobilité, il y a à peu près 10% seulement qui est la mobilité d'apprentis de longue durée. Et là, peut-être, il y a quelque chose à faire. Et c'est intéressant d'entendre effectivement les obstacles. Et les obstacles sont longs ou plusieurs. Et effectivement, c'est notre travail ensemble avec tous les réseaux qui met en œuvre le programme, les agences nationales, mais aussi les opérateurs, les coordinateurs, etc., à vraiment trouver des solutions pour toutes les barrières. Ça a été soulevé une question linguistique. Je confirme, ça c'est clairement un problème qu'on voit. On va aussi peut-être ce n'est pas pour moi, un phénomène, c'est pas pour moi, c'est pour tous les autres. Donc il y a un obstacle mental qu'il faut soulever, c'est important. Mais il faut aussi regarder maintenant, et c'est un message plutôt aux États membres, parce qu'il y a des barrières qui sont dans le système national de formation. On n'a pas toujours la possibilité de faire une mobilité dans le programme. Et il y a peut-être parfois aussi au niveau d'apprenti, le statut d'apprenti qui complique parfois les choses, statut, emploi ou pas. Voilà, juste tout ça pour dire qu'au niveau européen, on fait beaucoup de choses, beaucoup avec nos agences nationales qui mettent en œuvre le programme. J'aimerais juste soulever une initiative qui est prévue dans le programme de travail de la Commission pour l'année prochaine, c'est qu'on va on va présenter une recommandation du Conseil qui va essayer de définir toutes les barrières, mais pas seulement des apprentis, mais vraiment pour tous les secteurs d'éducation et formation, et trouver des solutions pour ces barrières et des obstacles. C'est bien sûr beaucoup de messages aux États membres, mais il y a aussi un soutien et un travail de facilitation qui doit se faire au niveau européen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sophia Eriksson-Waterschut, directrice de la Youth and Education en Erasmus+. Merci beaucoup à Hélène, merci à Marwan, merci à Céline, merci à Alexandre, merci à Marc. Vous êtes les acteurs engagés qui permettent à cette mobilité de voir le jour. Donc on vous remercie sincèrement pour votre témoignage et je suis sûre qu'entre les travails de la Commission, les travails des États membres, on l'a dit, c'est important, et les acteurs des travails des acteurs du terrain, on va y arriver. Merci pour cette table ronde. Nous accueillons à présent Madame la ministre déléguée Carole Grandjean qui a fait le déplacement depuis Paris pour notre événement. Donc je vous demande de l'applaudir et de la remercier. Chère Carole, voilà, je te propose de prendre place et qui va donc nous adresser les remarques conclusives de cet événement. Carole Grandjean, que nous accueillons avec plaisir, donc, et qui est en charge d'une importante réforme de la voie professionnelle et notamment du lycée professionnel. La mobilité européenne, nous le disions avant de vous accueillir, est un des éléments de l'excellence de la voie professionnelle. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette maison où nous essayons de faire avancer la mobilité des apprentis. Quand on dit apprenti, d'ailleurs, c'est une notion un peu plus large qui est celle des alternants, parce que je crois que c'est important de dire
à vous qui êtes en charge justement de la réforme du lycée professionnel en France, que cette mobilité, elle doit aussi concerner les lycéens professionnels. Et c'est quelque chose qui, en termes à la fois de valorisation de la voie professionnelle, mais aussi d'acquisition de compétences professionnelles, mais aussi de compétences douces, soft skills, les compétences non académiques, transversales, fait vraiment la différence. Donc, je vous donne, chère Carole, la parole en vous remerciant encore une fois de nous faire l'honneur de votre présence à cet événement au Parlement européen. Ilana, Oui, bien sûr. Ilana, si vous le permettez, je voudrais à mon tour remercier Madame la Ministre pour l'honneur qu'elle nous fait d'être présente à cet événement qui est une première rencontre européenne de la mobilité des apprentis. Et nous souhaiterions, avec la complicité de nos amis députés, ceux de l'Alliance for VET et peut-être les signataires de cette très engageante déclaration solennelle en faveur de la mobilité des apprenants professionnels en Europe, avec à l'horizon, à n'en point douter, l'espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est ça l'objectif. Et ceci permettra à la Commission de donner corps à son ambition à l'horizon 2025 d'une Europe de l'éducation. Donc, Madame la Ministre, vous avez devant vous aujourd'hui les représentants de 43 centres de formation d'apprentis qui sont volontaires pour la mobilité. Ils savent très bien qu'il y a des freins, qu'il y a des obstacles de tous ordres, mais que, au fond d'eux-mêmes, ils sont persuadés que parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont la volonté, parce qu'ils veulent innover, ils trouveront des solutions. Ils sont volontaires et pragmatiques. Et ils ouvrent une voie qui nous permettra peut-être de prototyper ce que pourrait être la mobilité à haute intensité des jeunes, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient apprenants professionnels. Donc, nous les avons réunis aujourd'hui à Bruxelles parce que nous souhaitons que cet événement soit porté à la connaissance de tous les Européens. S'ils ont pu s'engager, c'est aussi parce que le gouvernement français nous a donné quelques moyens. Ils se sont constitués en un consortium, MONA, qui a répondu à un appel à manifestation d'intérêt du secrétariat général aux investissements d'avenir, France 2030, programme compétences et métiers d'avenir. Et ce consortium a été lauréat et dispose donc des moyens pendant 4 ans pour assurer à 70% les charges spécifiques du référent mobilité à temps plein. La loi 2018 avait prévu des référents mobilité, mais bien souvent, les pauvres référents mobilité, ils sont déjà référents handicap, référents environnement, et ils sont chargés de cours, et ils n'ont pas tellement de temps de s'occuper de la mobilité longue, qui est un gros investissement, parce qu'il faut convaincre beaucoup de monde. Et puis, le ministère du Travail, qui a la haute main avec la DGEFP sur Erasmus+, s'apprête à lancer un appel à projet à l'échelon des régions pour affecter le Fonds social européen plus, le FSE+, sur des actions de mobilité et de financement de référents. Donc, pour les membres de MONA, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y aura un financement pratiquement à 100%. Et pour ceux qui ne sont pas dans MONA, mais qui auraient envie d'être dans la mobilité, ce programme-là sera de premier intérêt et nous aidera à développer la mobilité. Et donc, nous souhaitons que cet événement, et je suis heureux qu'il y ait ici des députés européens de différents pays, nous souhaitons qu'il y ait un écho dans les différents pays parce que nos référents mobilité qui sont ici venus vous écouter, Madame la Ministre, demain, ils iront à la rencontre de partenaires pour essayer de nouer des partenariats, des jumelages pour faciliter ces échanges. Parce que dans notre esprit, la mobilité, ce n'est pas seulement les petits Français qui vont dans d'autres pays, c'est la France qui accueille des jeunes d'autres pays. C'est la réciprocité. Donc, votre message est pour nous important et nous avons eu connaissance de la proposition de loi déposée par Sylvain Maillard et Aurore Berger
visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, l'Erasmus de l'apprentissage. Peut-être pourrez-vous nous dire quel sort vous entendez réserver à cette proposition de loi qui répondrait à beaucoup d'attentes et qui ferait sauter certains verrous. Madame la ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Vraiment grand bravo pour cette très belle initiative. Monsieur le ministre, cher Jean, monsieur le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, qui effectivement a ouvert avec vous ce bel événement. Mesdames et messieurs les parlementaires européens, mesdames et messieurs les élus, Madame la représentante de Madame la commissaire à l'éducation, l'innovation, la recherche, la culture et la jeunesse, Madame la directrice de l'éducation et d'Erasmus à la Commission européenne, Madame Gabriel, Madame la secrétaire générale de l'Office franco-allemand de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les représentants du monde de l'éducation, de l'emploi et de la formation, Mesdames et Messieurs les membres du projet MONA, Mesdames et Messieurs les dirigeants et formateurs de CFA, Mesdames et Messieurs les apprenants, apprentis et élèves, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Je suis très heureuse de participer avec vous ici à Bruxelles, au Parlement européen pour ce si bel événement. Je salue véritablement l'engagement de l'infatigable Jean Arthuis, Monsieur le ministre, et de vos équipes et des députés européennes, Ilana Sicurel et Laurence Faring, qui vraiment nous entraînent aussi dans cet élan que nous devons sans cesse renouveler, un souffle européen qui doit trouver son chemin maintenant dans des actions concrètes et dans un succès pour notre jeunesse et qui, je crois, vraiment a ici de formidables ambassadeurs. Je voudrais dire que si le succès de cet événement est à la hauteur de l'énergie que vous déployez pour défendre le droit à la mobilité pour tous les jeunes, nous sommes pleinement confiants du coup pour la réussite sur l'ensemble des territoires et pour l'ensemble de notre jeunesse de cette belle démocratisation que nous visons tous d'Erasmus. Cet événement, c'est d'abord l'occasion de rappeler notre combat pour promouvoir les valeurs européennes auprès de notre jeunesse, grâce notamment à la mobilité. Les vertus, bien sûr, d'une expérience de mobilité en Europe, pour les jeunes en formation comme pour l'ensemble des actifs, ne manquent pas. Voilà, évidemment, il permet aux jeunes d'élargir ses horizons, de s'enrichir au contact de nouvelles cultures et d'environnements différents. C'est bien sûr développer aussi une employabilité et une agilité. Pour les entreprises de notre pays, c'est aussi la garantie de bénéficier de meilleures compétences grâce à des jeunes qui ont été stimulés par la découverte d'autres environnements professionnels. Et Madame la députée européenne, vous le rappeliez, des savoir-être qui sont développés à cette occasion et qui me paraissent tout à fait intéressants pour les entreprises et puis pour notre union à laquelle nous tenons tous ici. C'est l'assurance de développer un sentiment d'appartenance à l'Europe, de donner du sens à l'idée de citoyenneté européenne. C'est pourquoi je crois que nous devons chérir cette conquête de la construction européenne à la fois concrète et populaire qui est Erasmus+. Je veux d'ailleurs saluer la nomination de la récente de Nelly Fessot à la tête de l'agence qui, je sais, saura reprendre ce flambeau. Mais je crois que nous devons aller désormais plus loin encore pour que tous les jeunes puissent bénéficier de ce programme, quelle que soit leur formation et quel que soit leur niveau de diplôme. L'événement de ce soir, dont je salue une nouvelle fois l'initiative et la ténacité de ses acteurs, vient à soutenir et à souligner l'importance de l'accès à la mobilité au-delà du seul enseignement supérieur. Et je pense aux apprentis ainsi qu'aux lycéens professionnels, vous l'avez rappelé à l'instant. Nous devons ainsi le promouvoir pour rappeler finalement à cet élan pour tous les niveaux de diplôme dans tous les établissements dans lesquels se trouve notre jeunesse et notamment en lycée professionnel. Nous sommes dans un moment propice pour faire de la France un pays moteur du développement des mobilités. Cet événement s'inscrit dans la lignée des engagements pris lors de la conférence ministérielle organisée lors de la PFUO du 20 janvier 2022 pour les 35 ans du programme Erasmus+. Les ministres, à cette occasion, s'étaient engagés à développer la mobilité européenne des jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
La Commission européenne avait alors présenté ses réflexions sur les évolutions pour développer la mobilité des apprentis. Et Elisabeth Borne, alors ministre du Travail, avait annoncé le lancement d'une page dédiée sur Un jeune, une solution, une page dédiée à l'Europe. Nous souhaitons en France poursuivre ces engagements et favoriser la mobilité des jeunes, quelle que soit, je le rappelle, leur formation. Nous veillerons à l'ouverture internationale des structures, à la structuration des réseaux d'échange et à l'incitation des employeurs et de leurs familles. Nous avons, je crois aussi, l'opportunité, et nous venons d'en échanger avec Monsieur le Commissaire, de nous appuyer sur l'année européenne des compétences pour 2023, après l'année 2022 autour de la jeunesse. Le dédoublement du budget d'Erasmus+, pour les années 2021-2027 et le soutien appuyé de l'État aux initiatives visant à voir émerger un véritable espace européen d'apprentissage sont donc de nombreuses opportunités dont nous pouvons nous saisir, tous acteurs de la mobilité européenne. Je veux vraiment saluer les actions d'Europe App Mobility en général et du projet MONA plus particulièrement en faveur du développement de la mobilité des apprentis. Votre événement, cher Jean, positionne plus que jamais Europe App Mobility comme un partenaire à part entière des politiques publiques. Cette initiative a été fondée en 2020 autour de l'idée que les apprentis et l'ensemble des alternants, je tiens à insister là-dessus, ne peuvent plus être cantonnés dans des séjours de moins d'un mois à l'étranger. Vous avez organisé avec un grand succès les États généraux de la mobilité des apprentis en Europe en 2021, qui se sont conclus par l'adoption du manifeste pour la mobilité des apprentis en Europe, que nous partageons pleinement. Il importe aujourd'hui d'aller plus loin et d'obtenir des avancées concrètes. C'est tout le sens du projet MONA, qui est la déclinaison de cette ambition. Les 43 centres de formation d'apprentis, localisés sur tout le territoire français, regroupés, donc, vous le rappeliez, cher Jean, dans le consortium MONA, Mon apprentissage en Europe, se retrouvent dans cet objectif. Ainsi, pour permettre à leurs apprenants de partir plusieurs mois dans un autre pays, chaque CFA a recruté un référent mobilité longue à plein temps. C'est ainsi le sens aussi de l'Alliance parlementaire pour l'éducation et la formation professionnelle, à qui je veux rendre hommage et dont le sens est de mobiliser les acteurs de la mobilité en Europe. J'aimerais partager avec vous ce soir plusieurs avancées récentes qui posent les premières pierres sur lesquelles nous allons continuer de bâtir ensemble cette mobilité européenne. Je veux d'abord, vous l'aviez rappelé, cher Jean, d'abord saluer le dépôt d'une proposition de loi au Parlement français, qui va permettre de lever concrètement plusieurs freins à la mobilité. Cette proposition de loi, elle permettra de favoriser les mobilités longues, c'est-à-dire celles de plus de 4 semaines, en ouvrant la possibilité pour les entreprises de conserver protection sociale et rémunération de l'apprenti. Elle permettra également de simplifier les mobilités académiques essentielles dans certains cursus, ainsi que de garantir la prise en charge de la protection sociale des jeunes apprentis en mobilité. Le gouvernement prendra bien sûr toute sa part dans cette simplification du recours à la mobilité, en favorisant par voie de règlement une prise en charge des frais basée sur une logique de forfait, afin de simplifier les choses pour les jeunes, leurs familles et les CFA. Demain, un départ en mobilité pourra se faire aussi bien vers une entreprise qu'une école étrangère, avec la certitude que le jeune puisse disposer d'une protection sociale, de démarches simplifiées et d'une visibilité accrue pour chaque acteur. Par ailleurs, mon administration finalise la convention bilatérale franco-allemande qui permettra d'opérationnaliser l'apprentissage transfrontalier entre nos deux pays. L'apprentissage transfrontalier est un dispositif concret et ambitieux de mobilité européenne puisqu'il permet à des jeunes Européens de se former par apprentissage dans 2 pays. Ainsi, par exemple, grâce à cette convention, un jeune Français pourra étudier dans un CFA sur le territoire français et réaliser la partie pratique de sa formation dans une entreprise allemande. Réciproquement, un jeune Français pourra intégrer une entreprise française ou un CFA français pour réaliser son apprentissage. C'est pour nous vraiment ce type d'apprentissage qui est une opportunité pour développer durablement des relations économiques, bien sûr, linguistiques
et culturel entre la France et ses voisins directs. Et à moyen terme, il permettra de nouer des partenariats durables entre écoles et entreprises de part et d'autre des frontières. C'est tout le sens de ce que nous souhaitons construire à travers l'espace européen de l'apprentissage. À ce titre, je me réjouis de l'avancée des travaux en cours avec mes homologues allemands qui permettront de finaliser cette première convention d'ici à la fin de l'année. Et je souhaite que nos efforts conjoints pour offrir des perspectives européennes à nos apprentis puissent ouvrir à d'autres, nombreux autres exemples de partenariats sur lesquels nous sommes actuellement en discussion. Voilà, nous devons continuer à ouvrir plus loin ces opportunités. Notre ambition est donc de construire un espace européen de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et je ne peux que relayer l'appel de Jean Arthuis, qui est un peu le manifeste de cet événement, destiné à faire connaître le projet MONA au-delà des frontières françaises. Il est indispensable, dans un premier temps, d'identifier les différents pays de l'Union européenne, les différents organismes engagés dans la promotion et le développement des mobilités. L'objectif pour nous est de poursuivre la construction à l'échelle européenne d'un réseau d'opérateurs de formation professionnelle désireux de s'engager dans l'internationalisation des parcours, et puis évidemment des opérateurs prêts à établir des partenariats d'échange d'alternants en mobilité longue de façon concrète et opérationnelle. Demain, je souhaite véritablement que chaque CFA et chaque apprenti puisse s'appuyer sur un réseau européen de partenaires engagés en faveur de la mobilité et référencés sur une plateforme dédiée qui matérialisera cet espace européen que nous appelons de nos voeux. Je rappelle vraiment que l'avènement de l'espace européen de l'apprentissage, s'il est appuyé par les pouvoirs publics, reste avant tout aux mains des acteurs. À nous de poser le cadre légal et financier à travers des outils formidables que sont le FSE+, Erasmus+, les centres d'excellence professionnelle, mais aussi à vous, désormais, de mobiliser vos pairs partout en Europe, notamment dans le cadre des événements de l'année européenne des compétences 2023. Dans cette entreprise, vous trouverez mon ministère à vos côtés pour vous appuyer, pour vous conseiller, pour vous donner l'ensemble des éléments dont vous aurez besoin pour réussir ce formidable challenge. La mobilité des apprentis de demain voit ses contours se dessiner de plus en plus précisément grâce à nos actions combinées. Les mobilités de demain seront plus longues que celles d'aujourd'hui car nous aurons su permettre aux entreprises de les soutenir et aux apprentis de partir plus sereinement grâce à des démarches administratives moins lourdes, un socle de protection garanti et une plus grande prévisibilité des financements auxquels ils pourront avoir accès. Les mobilités de demain seront également plus intégrées et permettront à nos apprentis de bénéficier de contrats d'apprentissage binationaux afin d'ancrer durablement les valeurs européennes de partage et de construire pas à pas, convention après convention, un véritable réseau de l'apprentissage avec nos voisins directs. Les mobilités de demain, elles seront aussi plus nombreuses et plus accessibles, car nous aurons su ensemble déployer des efforts nécessaires à favoriser des partenariats durables en Europe et dans le monde, afin que les jeunes apprentis européens entrent en contact avec des entreprises et des écoles étrangères en un simple clic. Voilà, vous comprenez à quel point je suis convaincue que nous sommes là sur un enjeu de société, en attente forte de toute une génération, que vous êtes toutes et tous finalement les ambassadeurs, les pionniers de cette démarche de mobilité européenne des apprentis renforcée, encore une fois qui ruisselle sur l'ensemble des niveaux de diplôme et sur l'ensemble des apprentis et alternants, quelles que soient leurs écoles de formation. Vous l'avez compris, la France s'engagera avec vous pour cet espace européen de l'apprentissage, comme nous avons vu naître un espace européen d'enseignement supérieur à la suite du processus de Bologne. Cet espace européen de l'apprentissage et de la formation professionnelle me semble avoir toute sa place dans l'espace européen de l'éducation que la Commission appelle de ses vœux à horizon 2025. Il est de notre devoir d'en poser le cadre, de bâtir les solutions qui permettent de développer les mobilités en Europe, mais rien ne remplacera la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'éducation, de l'emploi et de la formation. C'est tout le sens de cet événement et c'est tout le sens du réseau que vous portez et qui doit effectivement essaimer le plus possible.
Voilà, de votre engagement dépend, je crois, aussi bien l'avenir de notre jeunesse que celle de notre Union. L'enrichissement des compétences de notre jeunesse est la meilleure garantie de la place de notre Union en tant que puissance souveraine au sein de la compétition économique mondiale dont la compétence est un des socles pour réussir. Merci à chacun de vous pour votre engagement, votre présence bien sûr aujourd'hui, mais votre engagement du jour, mais surtout à venir. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin d'acteurs engagés autour de moi. Merci à vous trois. Merci. Merci Madame la Ministre. Nous aussi, nous vous remercions de votre présence qui a beaucoup de sens aujourd'hui lors de cet événement, de vos paroles, parce que je crois qu'en effet, à travers vos fonctions, vous avez un rôle éminent durant cette année des compétences pour faire avancer le dossier. Et je sais combien vous serez précieuse dans les réunions du Conseil. Et puis, je voulais remercier évidemment tous les participants qui sont venus aussi témoigner de leur expérience unique. Bien sûr, remercier tous ceux qui font EuroApp Mobilité, Monsieur le Président, Madame la Trésorière Anne Vitré qui nous a rejoints, nous, chevilles ouvrières au Parlement européen, mais aussi en tant que députés. Et je voulais m'adresser tout particulièrement aux députés européens qui étaient dans la salle. Je n'ai pas encore salué, nous n'avons pas salué encore notre collègue Kelly. Merci d'être présents. Ils ont été nombreux à se relayer durant tous nos échanges. Nous avons rédigé une déclaration, un statement, comme on dit ici, qui conforte cet engagement que nous avons commencé à signer. Donc, nous invitons à nos collègues à continuer à le faire. Il sera un peu notre feuille de route ici au sein du Parlement européen et dans le cadre de notre groupe de travail Med for VET. Nous allons continuer à nous engager ici. Vous pouvez nous compter sur nous. Voilà, je vais clôturer parce que vous savez que ce moment de travail va se continuer par un moment de convivialité. Merci à tous pour votre engagement et je tenais particulièrement à remercier toutes nos équipes, celles d'Ilana, les miennes, celles du Parlement, qui ont contribué à la réussite de cet événement et à faire avancer ce sujet. Merci infiniment. Et avant de clôturer tout à fait, de manière extrêmement solennelle et émouvante, notre ministre accepte de signer le document. Donc, elle va le faire de manière très solennelle devant vous. Bravo. Et je l'en remercie. Merci. Qui vous engage. Voilà qui m'engage. Merci infiniment, Madame la Ministre. Merci. Et à tout de suite pour ce moment convivial. On vous attend.